Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 30 mai 2020 pour le 191e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur la situation militaire qui a pas mal évolué cette semaine, mais aussi sur le volet diplomatique où il y a eu une réunion des groupes de contact au format vidéoconférence cette semaine et une série de déclarations d'officiels ukrainiens très intéressantes sur ce que l'Ukraine compte faire des accords de Minsk, mais aussi à l'international avec l'implication de la France dans les plans, on va dire, d'épuration ethnique du Donbass de l'Ukraine. On attaque par la partie militaire, puisque du 23 au 30 mai 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 19 reprises, donc on a 5 fois moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 100 obus de mortier de 120, 82 et 60 mm, donc retour des obus de mortier polonais, pour un total de 175 munitions sur la semaine, donc là on est aussi à 5 fois moins que la semaine passée. Il faut y rajouter les 2 violations et 14 munitions, qui sont en fait 14 obus de mortier de 120 mm, tirés par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. Donc comme on le voit, si on regarde la courbe des violations du cessez-le-feu depuis le début du mois de mai, on voit très clairement la chute drastique du nombre de violations par l'armée ukrainienne, une fois que les milices populaires de l'RPD et de la RPL ont été mises en état d'alerte maximum. C'est vraiment visible. Pour l'instant, la baisse se maintient. Mais bon, malgré ça, les tirs de cette semaine en RPD ont tué un soldat, en ont blessé 2. 8 habitations ont été endommagées en RPD, plus 6 durant les dernières 24 heures, ainsi que plusieurs pièces d'infrastructure, à savoir transformateurs électriques et gazoducs. Alors côté ukrainien, c'est l'hécatombe. Au niveau des pertes hors combat de la semaine, ils ont eu 15 morts et 27 blessés, et les pertes au combat, c'est-à-dire suite à nos tirs de réponse pour faire cesser les violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, ils ont eu 10 morts et 26 blessés côté ukrainien. Donc comme quoi c'est efficace, pour l'instant en tout cas, ça maintient le nombre de violations à un niveau très en dessous de ce qu'on avait durant les semaines précédentes. Et pourquoi je ne suis pas très optimiste? C'est tout simplement parce que l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front, et entre autres près d'habitations ou d'infrastructures civiles. C'est d'ailleurs à cause de ça que les milices populaires ne peuvent pas systématiquement répondre aux tirs de l'armée ukrainienne, tout simplement parce que lorsque nos soldats déterminent que ça se trouve dans une zone résidentielle, ils vont pas risquer de commettre un carnage en répondant aux tirs des soldats ukrainiens. Donc c'est bien, l'armée ukrainienne utilise les civils du Donbass comme bouclier humain. Tout va bien. En tout cas, cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 85 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk. Donc on est en plus que la semaine dernière. Dans le détail, on a 4 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 8 obusiers MSTAB de 152 mm, 9 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 7 obusiers D30 de 122 mm, 15 systèmes de défense anti-aérien OSA, 5 systèmes de défense anti-aérien Strela 10, un système de défense anti-aérien S300. Qu'est-ce qu'un S300 vient foutre là? Je sais pas. Un système de défense anti-aérien Zouchka, 8 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 23 véhicules de combat d'infanterie type BMP et 4 automitrailleuses type BRDM. Et pour cacher tout ça, eh bien l'armée ukrainienne, bien sûr, brouille les signaux des drones de l'OSCE, mais pas seulement, ils leur tirent dessus aussi. Donc là, il y a eu un drone de l'OSCE qui a été abattu près de Marinka, alors qu'il venait d'enregistrer la présence d'une position de tir ukrainienne dotée d'un mortier. Côté Lugansk aussi, il y a eu, je crois, un drone qui a été abattu par l'armée ukrainienne. Et en fait, s'il y a autant de systèmes de défense anti-aérien côté ukrainien, bah, c'est en fait pour abattre les drones de l'OSCE si jamais le brouillage de leurs signaux suffit pas à obliger les observateurs à les poser en urgence. Voilà. Ça risque d'être intéressant, hein, mais bon... donc entre autres, les Strela 10 et les OSA, ça a l'air d'être pour dézinguer du drone de l'OSCE. Le S300, par contre, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils comptent dézinguer avec ça, mais c'est quand même flippant.
Et je parlais donc des habitations qui ont été endommagées cette semaine en RPD. La plupart l'ont été le 25 mai au soir, lorsque l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur le village d'Alexandrovka vers 19h30, tirant plusieurs munitions de véhicules de combat d'infanterie, mais aussi ils ont utilisé aussi du lance-grenade automatique contre les zones civiles, hein, bien entendu. Certaines donc des munitions sont tombées dans les jardins, d'autres dans les cours de plusieurs maisons. Résultat, 6 habitations ont été endommagées en une soirée. Les civils qui habitent ces maisons ont tous confirmé que ces tirs contre Alexandrovka venaient de la direction où se trouve l'armée ukrainienne vers Marinka. Ils ont aussi souligné que les tirs ont commencé alors que certains rentraient chez eux après avoir travaillé dans leur jardin toute la soirée. Donc en fait, c'est que par chance en fait que ces tirs n'ont pas fait de morts ou de blessés. Parce qu'il y en a certains, ils sont rentrés chez eux genre 1 minute avant qu'il y ait une munition qui tombe dans la cour de leur maison. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance, hein, quand même. C'est quand même hallucinant. Je rappelle que c'est ce même village dans lequel, il y a 3 semaines, il y a eu 3 gamines qui ont été blessées par de nouveau un tir de l'armée ukrainienne. Une des habitantes que j'ai interviewée a confirmé que Zelensky mentait quand il a affirmé que son armée ne répondait qu'aux tirs des milices populaires et qu'il ne tirait pas sur les civils, puisque elle a déclaré clairement face caméra que le 25 mai, il n'y a eu aucun tir venant des positions de la RPD. Elle a rien entendu, ça s'entend quand t'as des tirs qui viennent de ton côté. Par contre, l'armée ukrainienne, comme vous pouvez le voir, elle continue de violer le cessez-le-feu chaque jour que Dieu fait. Et comme je le disais, là, les derniers rapports des services de renseignement qui indiquent un déploiement d'armes lourdes assez important de côté ukrainien, moi, me font craindre que c'est que le calme avant la tempête. Voilà. Surtout que sur le volet, on va dire, accord de Minsk et diplomatie, ça continue de patauger, et puis surtout l'Ukraine continue de dire de plus en plus ouvertement qu'en fait, les accords de Minsk, elle se torche avec. On a eu ainsi le Alexei Reznikov, encore lui, je rappelle, vice-premier ministre ukrainien en charge de la réintégration des territoires temporairement occupés, je mets avec des très gros guillemets parce que c'est du grand n'importe quoi, qui a ouvertement déclaré que la position officielle de Zelensky c'était que l'Ukraine n'appliquerait pas les accords de Minsk si les élections doivent avoir lieu dans le Donbass avant que Kiev ne récupère le contrôle de la frontière avec la Russie. En clair, l'Ukraine vient d'avouer publiquement qu'elle n'appliquera jamais les accords de Minsk. Parce que ça c'est l'ordre d'application des accords et que c'est pas négociable. Voilà. Donc il nous a balancé ça pendant une émission, l'émission de Savik Schuster, qui a duré quand même 3 heures. Il nous a fait plusieurs déclarations très intéressantes lors de cette émission. Vous allez voir, c'est assez du lourd quand même. Et donc à un moment, Reznikov s'est lancé sur la question assez houleuse de l'organisation des élections dans le Donbass, dans le cadre de l'application des accords de Minsk. Et voilà ce qu'il a déclaré textuellement. Écoutez bien, c'est très important. Il dit « En tant que juriste, je n'aime pas les accords de Minsk, ils sont mal écrits, et particulièrement le point dans lequel il est écrit qu'il y aura d'abord les élections, puis le lendemain des élections, la reprise sous contrôle par le gouvernement ukrainien de la frontière entre l'Ukraine et la Russie donc commence et doit être achevée comme déclaré dans le document original, après le règlement politique complet, etc. Donc je n'accepte pas cette phrase, il dit, et j'ai utilisé le terme dans ce studio de modernisation des accords de Minsk, pour ne pas dire réécriture, pour ne pas les abandonner totalement. Et aujourd'hui, cette position est exprimée par le président ukrainien, le chef de son cabinet, les députés, les représentants de l'équipe de négociation, Leonid Kuchma, que ce sont des conditions inacceptables et que nous n'appliquerons pas les accords de Minsk à une telle condition. D'abord, le contrôle de la frontière entre l'Ukraine et la Russie au gouvernement ukrainien, et après cela, le règlement politique final sous la forme d'élections. Je rappelle que la Russie, les RPD et la RPL ont dit et répété à de nombreuses reprises que l'ordre d'application des accords de Minsk n'est pas négociable. Déjà parce que les accords de Minsk ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas une recette de flan au quetch. Je veux dire, t'ajustes pas la recette selon ton envie du moment, et non, c'est quand même un accord de résolution pacifique d'un conflit qui a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, c'est un document juridique contraignant sur le plan international, voilà.
C'est pas une recette de crêpes que tu peux adapter à ta sauce. Hein, voilà, c'est... Non. En plus, je veux dire, cet ordre des accords de Minsk a été conçu pour une bonne raison, hein, c'est tout simplement pour des raisons de sécurité. Hein, parce que dans l'autre ordre, celui que veut Kiev, c'est parfait pour organiser une épuration ethnique. Ce dont il se cache pas d'ailleurs, je vais y revenir après. Hein, j'ai un nombre d'officiels et de politiciens ukrainiens qui ont appelé à appliquer le scénario croate ou à imposer un blocus total pour affamer et assoiffer la population, je vais y revenir après, etc. Je veux dire, bon, quand tu vois des déclarations comme ça, vous comprenez bien que autant les responsables politiques russes que ceux de l'RPD et de l'RPL, ils n'ont pas oublié ce genre de déclaration, et non, on n'a pas l'intention de rejouer le scénario croate de la Krajina serbe. Hein, voilà, c'est... Non. Voilà, l'Ukraine a signé les accords de Minsk, elle doit les appliquer tels qu'ils ont été écrits et signés. Hein. Or là, Reznikov dit ouvertement que l'Ukraine n'appliquera pas les accords de Minsk tels qu'ils ont été signés. Donc la portée de cette déclaration est tellement énorme que les médias ukrainiens l'ont pas relayée. Non, il n'y en a aucun qui a retranscrit cette déclaration complète sans la falsifier. C'est hallucinant. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Si on regarde entre autres le site NV Ukraina, la phrase problématique a été escamotée. C'est à l'endroit où il dit « Nous n'appliquons pas les accords de Minsk », ça s'est transformé en juste « C'est une condition inacceptable ». Voilà, c'est... Voilà, toute la partie de la phrase qui dit clairement que l'Ukraine n'appliquera pas les accords de Minsk à cette condition a été purement et simplement enlevée. Voilà, sauf que si vous écoutez la vidéo en ukrainien, vous entendez bien qu'il parle à un moment donc de ne pas appliquer les accords de Minsk. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont escamoté les médias ukrainiens? Parce que cette phrase prouve de manière claire et sans ambiguïté aucune ce que je dis depuis des mois, à savoir que l'Ukraine, sous la présidence de Zelensky, n'appliquera pas les accords de Minsk et qu'ils n'en ont aucune intention. Voilà. Si les garants des accords de Minsk et la communauté internationale tombaient sur cette phrase, c'en est fini de la jolie image de Zelensky, le président de la paix. Hein. Voilà, le masque tombe, toute l'hypocrisie du président ukrainien concernant les accords de Minsk est clairement exposée. Et si cette déclaration scandaleuse de Reznikov est passée sous le radar de la France et de l'Allemagne, c'est pas le cas de l'RPD et de la RPL, qui ont quand même rappelé à Kiev que là, faut arrêter de vouloir déformer l'essence des accords de Minsk, entre autres Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, qui a souligné que le discours de Reznikov n'a rien de neuf pour les représentants de la RPD et de l'RPL présents au sein des groupes de contact, parce que ça fait déjà des années qu'on entend la même. Elle a appelé quand même les garants occidentaux des accords de Minsk et l'OSCE à se pencher sur la déclaration de Reznikov. Elle a aussi remis l'église au centre du village concernant les distorsions de la réalité opérées par Reznikov pour justifier d'organiser les élections dans le Donbass en octobre en même temps que dans le reste de l'Ukraine. Reznikov essaie de faire croire qu'en gros, le principal objectif des habitants du Donbass, c'est l'organisation des élections locales. Non. Si les gens sont partis dans des manifestations en 2014 et que ça a dégénéré parce que vous avez préféré jouer la sourde oreille plutôt que de répondre aux demandes des gens après le coup d'État, c'est parce que les gens n'acceptaient pas le fait qu'on leur retire le statut de la langue russe, entre autres choses, et qu'on essaie de leur imposer des héros nationaux qui étaient des collaborateurs de nazis et autres joyeusetés du même tonneau. En 2014, les gens n'ont pas défilé à Donetsk ou à Lugansk pour demander des élections locales. C'est n'importe quoi. C'est pas ça la cause du conflit, il faut arrêter la colle. Natalia Nikonorova aussi conclut en rappelant que si Kiev veut organiser les élections locales dans le Donbass d'ici le mois d'octobre, il faut que les autorités ukrainiennes intègrent d'ici le mois d'août dans la législation ukrainienne le statut spécial du Donbass, l'inscrire dans la constitution ukrainienne, et ce en coordination avec les représentants des deux républiques populaires et pas avec les migrants ayant fui le Donbass avec lesquels Kiev voudrait bien négocier. Voilà. Elle a rappelé aussi que l'Ukraine doit voter une loi d'amnistie pour tous les participants du conflit dans le Donbass et que c'est qu'une fois que tout ça sera mis en œuvre qu'il sera possible de parler des élections. Donc Vladislav Deneigo, le ministre des Affaires de la RPL, a lui aussi commenté cette déclaration de Reznikov. Il comptait bien demander à ce dernier de confirmer la volonté de l'Ukraine de ne pas appliquer les accords de Minsk lors de la réunion des groupes de contact qui a eu lieu cette semaine. Il n'y a pas eu trop de nouvelles, donc je pense que Reznikov a juste fermé sa gueule, quoi. Je pense que... Voilà. Vladislav Deneigo a aussi rappelé donc, que les accords de Minsk, comme je le disais, ont été quand même validés et confirmés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.
et que donc c'est pas un document qu'on peut réécrire ou moderniser selon son envie du moment. Et il a aussi rappelé que la base en fait du règlement politique du conflit, c'est le fameux statut spécial du Donbass et pas du tout les élections. Voilà, statut spécial, je rappelle que l'Ukraine refuse officiellement d'inclure dans sa constitution, comme le spécifient pourtant les accords de Minsk. Voilà, sans parler du fait que Kiev refuse ouvertement de négocier avec les RPD et les RPL, je vous renvoie à mon site rep et mes articles de la semaine passée qui en parlent. Voilà, donc comme l'a rappelé Vladislav Nemenko, sans cette pierre angulaire du règlement politique du conflit que constitue le statut spécial du Donbass, il n'y aura pas d'élection. Et donc en discuter alors que l'Ukraine refuse d'appliquer ce point des accords de Minsk, ça n'a aucun sens. C'est comme essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Ça rime à rien. Cette déclaration de Reznikov, c'est juste l'ultime preuve que l'Ukraine n'appliquera pas les accords de Minsk sous la présidence de Zelensky. Le joli masque du président de la paix que Zelensky essaie de se fabriquer depuis un an à coups de déclarations médiatiques minutieusement pesé, vient de se casser la gueule en quelques secondes sur le plateau d'une chaîne télévisée ukrainienne, grâce à son vice-premier ministre. Et puis si les médias ukrainiens ont tout fait pour cacher le cadavre dans le placard pour éviter que les garants des accords de Minsk et la communauté internationale ne découvrent la vérité, ça n'aura pas suffi, les mots s'envolent, mais les écrits et les vidéos restent. L'Ukraine a avoué publiquement qu'elle n'appliquera pas les accords de Minsk, et donc reste à voir si Paris et Berlin vont enfin réagir ou continuer de faire croire qu'ils n'ont rien vu et rien entendu. Voilà, c'est ça la situation. Et donc je vous parlais de cette réunion des groupes de contact, donc qui a eu lieu au format vidéoconférence du 26 au 27 mai. Aucun des points qui étaient à l'agenda n'a avancé. Dans le sous-groupe en charge de la sécurité, donc la tâche la plus importante, c'était d'avancer sur ces fameuses mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Les représentants de la RPD ont rappelé que la mise en alerte maximum de la milice populaire avait été rendue nécessaire par le fait qu'en 1 mois et demi, l'armée ukrainienne a tiré plus de 10 000 munitions contre le territoire de la République, et que ces attaques barbares contre les zones résidentielles ont fait quand même 4 morts et 22 blessés parmi les civils, dont 5 enfants. Mais au lieu d'avancer sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu complet et permanent, l'Ukraine a exigé le retrait de la mise en alerte de la milice populaire avant de travailler sur les mesures additionnelles du contrôle du cessez-le-feu. Bon, la RPD a dit clairement, on retirera notre état d'alerte que lorsque l'armée ukrainienne cessera de violer le cessez-le-feu, qu'elle enquêtera sur ces violations du cessez-le-feu par ses soldats et les crimes de guerre de son armée, qu'elle en aura fourni les résultats à la MSS de l'OSCE, et qu'elle se sera mise d'accord avec les deux républiques sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Donc en gros, là, on a un serpent qui se mord la queue par la faute de l'Ukraine. Parce que, voilà, la mise en état d'alerte des deux milices populaires, c'est la conséquence des violations du cessez-le-feu par l'Ukraine. Donc, je veux dire, là, il n'y a que l'Ukraine qui peut sortir de cette impasse. C'est pas nous. Ça suffit, on a été assez patients. Le sous-groupe en charge des questions politiques, alors là, donc on a vu la partie ukrainienne continuer de pousser donc, pour l'organisation des élections dans le Donbass, sans mettre en place le statut spécial, mais aussi tous les autres actes législatifs appropriés, hein, donc la loi d'amnistie et tout le reste. Bon, Natalia Nikonorova a de nouveau rappelé à l'Ukraine que, avant de parler des élections, il faut d'abord que l'Ukraine fournisse au groupe de contact les projets de loi pour le statut spécial du Donbass, pour l'amnistie, l'inclusion de la formule Steinmeier dans la législation ukrainienne, les projets d'amendement à la Constitution, et que Kiev a toujours pas fourni un seul projet de loi ou d'amendement à la Constitution ukrainienne. Rien de rien. Donc, histoire d'accélérer un peu le mouvement, la RPD a envoyé aux représentants ukrainiens ses propres propositions, voilà, pour le statut spécial du Donbass. Mais les représentants ukrainiens n'ont pas pris le temps de lire le document en disant que non, mais c'est pas nécessaire de coordonner l'ensemble de la loi avec vous, mais seulement la mise en œuvre de la formule Steinmeier. Sauf que c'est pas vrai, je vous renvoie au 11e point des accords de Minsk dont j'ai déjà parlé, qui dit clairement que les changements à la Constitution et la loi sur le statut spécial du Donbass et tout le paquet législatif qui va avec, doivent être coordonnés avec les représentants de la RPD et de la RPL. C'est inscrit dedans, voilà. Il a fallu que les représentants de la RPD et de la RPL obligent leurs collègues ukrainiens à relire le communiqué commun qui avait été publié à l'issue de la dernière réunion au format Normandie, pour qu'ils daignent enfin promettre de donner leur position sur le document qui a été fourni par la RPD.
Voilà. Ensuite, ils ont continué, donc les représentants ukrainiens, d'insister pour récupérer le contrôle de la frontière avant d'appliquer le reste du volet politique des accords de Minsk. Bon, en gros, ils essayent encore d'appliquer le scénario croate, hein, c'est-à-dire l'épuration ethnique. Bon, la réponse a toujours été négative. Hein. Ça fait 5 ans qu'on leur dit non, hein, mais ça n'a pas l'air de rentrer. Hein, comme je l'ai dit, l'ordre d'application des accords de Minsk a été conçu pour éviter, justement, hein, une épuration ethnique. Donc non, on n'est pas débile, on n'a pas oublié l'histoire, on n'a pas oublié ce qui s'est passé dans la Krajina serbe. Hein, voilà, donc on va pas faire un remake, vous nous excuserez. Le sous-groupe en charge des questions humanitaires, alors lui a vu un rétropédalage magistral de l'Ukraine sur ses obligations concernant les accords de Minsk, puisque bon, là il y a des discussions pour organiser un nouvel échange de prisonniers qui est en cours. Et là, les représentants ont sorti, là, en mode OKLM, que en fait, ils n'avaient pas mis fin aux poursuites pénales engagées contre les prisonniers échangés, comme le prévoient pourtant les accords de Minsk. Bon, là, quand même, c'est pas passé inaperçu. Donc, le coordinateur du sous-groupe, hein, l'ambassadeur Frisch, a quand même rappelé les accords conclus en 2017 et a appelé l'Ukraine à remplir ses obligations sur ce point-là. Parce que bon, là, ça commence un peu à bien faire. Là, ils sont en train quand même de lasser les médiateurs de l'OSCE, là, quand même. Hein. Moi, je leur recommanderais d'arrêter un peu le tir, quoi, parce qu'il y a un moment où ils vont vraiment finir par les énerver. La question urgente de la création d'un corridor humanitaire pour permettre aux civils qui doivent absolument se rendre en Ukraine de pouvoir le faire via les points de passage existants sur la ligne de contact, mais qui sont actuellement fermés pour cause de coronavirus, bah, ça a aussi abouti à une impasse. Le groupe de contact économique, ça n'a pas non plus avancé, ni sur la question de la restauration des liens économiques entre l'Ukraine et les RPD et les RPL, mais aussi sur les problèmes de dette de l'Ukraine envers la compagnie Eau du Donbass. Vous savez, les mêmes dettes que les RPD payées. Je vais y revenir, ça aussi. Bref, donc, pour résumer ces 2 jours de réunion, le représentant russe, Boris Gryzlov, a souligné que la dernière réunion du groupe de contact a montré que Kiev s'éloigne de plus en plus de la mise en œuvre des accords de Minsk et des décisions du format Normandie, et il a qualifié l'attitude des représentants ukrainiens de théâtre de l'absurde. Je pense que c'est un très bon résumé. Et donc, à peine 2 jours après ce nouvel échec flagrant des négociations dû à l'attitude des représentants ukrainiens, l'un d'eux, donc Alexandre Mereshko, a donné au site lb.oa une interview délirante et édifiante à plus d'un titre. Je vous ai pas tout mis. Il y a un moment, il est parti dans un délire d'interprétation sur les propos de Lavrov. Vous irez voir le lien dans l'article que j'ai écrit à ce sujet. Passez-le en traducteur automatique, je pense que ça reste quand même tout à fait compréhensible. Vous allez avoir peur. C'est du délire tout le long. Hein. Oula. Alors bon, je vous ai sélectionné quelques morceaux choisis. Donc déjà, encore une fois, les délégations de l'RPD et de l'RPL ont été effacées purement et simplement de la surface de la Terre, hein, puisque Mereshko dit qu'il essaie d'entraîner la Russie dans le processus de négociation, en disant que de toute façon la Russie est partie prenante des accords de Minsk, puisque lors des négociations, il y aurait juste les représentants ukrainiens, les représentants russes et l'OSCE, et que donc l'OSCE étant le médiateur, la Russie est donc bien partie prenante, car il ne peut pas y avoir 2 médiateurs et une seule partie au conflit. Là, on est sur le même niveau de déni de réalité que celui du compte-rendu de la réunion précédente sur le site du président ukrainien, hein, où je rappelle, les délégations de l'RPD et de l'RPL avaient été purement et simplement effacées. Alors, je sais bien qu'en Ukraine, la réécriture de l'histoire et le déni de réalité sont des sports nationaux, mais il y a un moment où il faut redescendre sur Terre, quand même. Non, il n'y a pas que l'Ukraine, la Russie et l'OSCE à la table des négociations au sein des groupes de contact. Les RPD et les RPL y sont aussi. Elles sont d'ailleurs aussi, je rappelle, dans la liste des signataires des accords de Minsk, sous la forme des signatures d'Alexandre Zakharchenko et d'Igor Plotnitsky. Signature, je rappelle encore une fois, qui avait été exigée par Poroshenko. La signature de la Russie n'est là que pour apporter une garantie à ces signatures-là, puisque les RPD et les RPL ne sont pas reconnus internationalement. C'est tout. Voilà. D'ailleurs, le rôle de la Russie, je le rappelle, avait été clairement inscrit dans le protocole de création de ce conseil consultatif que l'Ukraine a finalement refusé de mettre en place après avoir signé l'accord quand même, puisque je rappelle que le 2e point du document indiquait clairement que le conseil allait contenir 10 représentants ukrainiens,
10 représentants pour la RPD et la RPL, et 1 représentant pour l'OSCE, 1 pour la Russie, 1 pour l'Allemagne et 1 pour la France, c'est-à-dire 1 représentant par garant des accords de Minsk. Et c'est d'ailleurs à cause de cette reconnaissance du statut de partie prenante du conflit des deux républiques populaires et du statut de garant de la Russie que l'Ukraine a refusé de mettre en place ce conseil consultatif, et pas du tout parce que le gouvernement ukrainien aurait mal communiqué autour de cette initiative, comme essaye de le faire croire Mereshko de manière mais pitoyable, quoi. C'est du même niveau que Macron qui disait non, il n'y a pas eu de retard dans les masques. On y croit, mon grand. On y croit. Et puis, donc, comme je le rappelle, s'il faut une preuve ultime, je vais reparler encore une fois de ce 11e point des accords de Minsk, qui dit clairement que le statut spécial du Donbass et les modifications à la constitution ukrainienne doivent être coordonnés avec les représentants de certains districts des régions de Donetsk et de Lugansk, c'est-à-dire les représentants de l'RPD et de la RPL. À aucun moment, il est dit dans les accords de Minsk que l'Ukraine doit discuter avec la Russie. Non. Ils disent clairement, vous devez discuter avec les représentants de l'RPD et de l'RPL. Ce qui montre bien que c'est les deux républiques, la deuxième partie du conflit, et pas du tout la Russie. Si c'était la Russie, les accords de Minsk diraient que Kiev doit discuter avec Moscou. Hein, je veux dire, c'est logique, c'est QFD. Je veux dire, à un moment, il faut brancher les neurones quand même. Donc voilà, déjà ça c'est un des premiers points bien délirants. Mais bon, toute son interview, c'est un fatras délirant, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc, au milieu de ce joyeux bordel, où tu te croirais dans un asile de fous, Mereshko déclare que l'Ukraine respecte toutes ses obligations concernant l'application des accords de Minsk, et qu'elle a donc le droit de se retirer de ces derniers si la Russie ne les applique pas, sans que ça n'impacte les sanctions occidentales contre Moscou. Hein, il a sorti quand même, c'est pas de notre faute si les accords de Minsk ont été violés. Alors là, faut se pincer pour vérifier qu'on rêve pas quand on lit une énormité pareille, parce que, je rappelle, donc l'Ukraine n'applique pas le cessez-le-feu, tire sur les zones résidentielles et les infrastructures vitales, blesse et tue des civils, viole le retrait des armes lourdes, est incapable de donner son accord pour désigner 3 nouvelles zones pilotes de retrait des troupes et des équipements, n'a toujours pas avancé d'un iota concernant la mise en place du statut spécial du Donbass ou la modification de sa constitution, a refusé de mettre en place le conseil consultatif dont elle avait pourtant signé le protocole de création, et c'est la Russie qui serait responsable de la violation des accords de Minsk. Pardon. Alors déjà, je rappelle donc encore une fois, la Russie n'est que garante. C'est comme ce qu'il me disait, la France n'applique pas les accords de Minsk. Débile. Débile. Voilà. Mais voilà, tout ce que je dénonce là, d'après Mereshko, ça serait que de la propagande russe. Voilà. Les faits sont là, visibles par tous. Hein, l'Ukraine dit clairement qu'elle refuse de négocier avec la RPD et la RPL, qu'elle refuse d'intégrer le statut spécial du Donbass dans sa constitution, et même donc là, elle a déclaré carrément qu'elle refuse d'appliquer les accords de Minsk tels qu'ils ont été signés. Mais tout ça, ça serait que le fruit de la propagande russe. J'ai pas souvenir que Zelensky, Reznikov et toute la clique d'officiels ukrainiens qui ont pondu ces déclarations, j'ai pas souvenir qu'ils travaillent pour la Russie, ces gens-là. Enfin, aux dernières nouvelles. Hein. Donc là, si vous croyez qu'on a touché le fond de la bêtise la plus abyssale, accrochez-vous. Hein. Voilà, soyez bien assis avant d'écouter la suite, parce que vous allez tomber de votre chaise. Parce que le meilleur reste à venir, croyez-moi. Pour essayer donc de prouver que la Russie est fautive, le député ukrainien donc sort qu'elle a fait preuve de mauvaise foi lors des élections dans le Donbass. Hein, donc sous-entendu, la Russie a déjà violé les accords de Minsk en organisant les élections législatives et celles du chef de l'État en RPD et en RPL en 2018. Sauf que ces élections ne violaient en rien les accords de Minsk, puisque ces derniers parlent des élections locales, c'est-à-dire municipales, qui, elles, effectivement, ont toujours été reportées sine die pour respecter les accords signés. Voilà, ça n'a rien à voir avec les élections législatives, ni celles du chef de l'État. Et là où on touche le fond, c'est quand Mereshko déclare que de toute façon, les accords de Minsk ont pris fin le 31 décembre 2015, et que ce qu'on a maintenant, c'est un processus de négociation, une sorte de plateforme, etc., etc. Et il conclut ce paragraphe en disant « Je suis d'accord qu'il est nécessaire de calculer les risques, mais nous avons le droit d'en sortir. » Donc sortir des accords de Minsk. Alors bon, monsieur le député, oui, parce qu'il est député ukrainien, ce monsieur. Hein. Là, il se contredit au sein du même paragraphe. Parce que si les accords de Minsk ont pris fin le 31 décembre 2015, en fait, il n'y a plus rien dont l'Ukraine doit sortir, puisque ces accords ne seraient plus valables. Et s'ils ont pris fin, les sanctions occidentales aussi auraient dû prendre fin le 31 décembre 2015. C'est pas le cas. Donc quand on lit une telle bouillie de pseudo-arguments dénués de toute logique, sortis par un député ukrainien qui représente Kiev au sein des groupes de contact, moi je comprends pourquoi l'Ukraine est, 1, dans un état aussi lamentable, et pourquoi, 2, les accords de Minsk n'avancent pas.
Parce que là on a touché le fond du débilisme, là. C'est tellement délirant, enfin, tu sais même plus par où l'attaquer. Je vous dis, je vous ai gardé que quelques morceaux. Allez lire l'ensemble de l'interview fleuve qu'il a donnée, vous allez prendre peur, hein, sincèrement. Hein. Vous allez vous poser des questions sur le niveau intellectuel des politiciens ukrainiens. Cette déclaration délirante a été commentée par Natalia Nikonorova, qui a appelé l'OSCE et les pays garants à se pencher quand même sur les propos provocants de Mereshko. Elle a souligné que cette déclaration montre clairement que la priorité de Kiev, c'est pas de rétablir la paix dans le Donbass, mais de maintenir les sanctions occidentales contre la Russie, et que ses propos éclairent quand même sur la fameuse nature du plan B de l'Ukraine pour le Donbass, hein, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Elle a quand même rappelé que les accords de Minsk avaient permis quand même de mettre fin à la phase chaude du conflit dans le Donbass, qu'ils ont été validés par le Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'il est désormais évident que la délégation ukrainienne élargie, son but, c'était pas du tout d'accélérer la mise en œuvre des accords de Minsk, mais de préparer la sortie de l'Ukraine de ces accords, tout en essayant d'en faire porter la responsabilité à la Russie, ce qui est quand même assez délirant. La ministre a conclu en disant que si l'Ukraine décide de se retirer du processus de Minsk, une telle mesure peut avoir des conséquences imprévisibles, mais que dans ce cas, toute la responsabilité incombera aux dirigeants ukrainiens, et pas du tout à la Russie, qui n'est que garante de ces accords, encore une fois. Je veux dire, c'est pas la Russie qui peut voter les modifications à la constitution ukrainienne. C'est pas la Russie qui peut voter le statut spécial du Donbass. Voilà, ça c'est le travail de l'Ukraine. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Je trouve ça assez incroyable de voir les officiels ukrainiens déclarer depuis des mois qu'ils refusent d'appliquer tel ou tel point des accords de Minsk, déblatérer sur des plans B, des scénarios chypriotes, des scénarios croates, parler de couper l'eau à la RPD et à la RPL, je vais y revenir. Puis de venir dire qu'ils veulent sortir des accords signés tout en essayant de faire croire que la responsabilité repose sur un pays garant, qui est la Russie, mais qui est garante au même titre que la France ou l'Allemagne. Je vous dis, c'est comme si tu disais l'Allemagne n'applique pas les accords de Minsk. C'est débile. Voilà. Pour moi, un tel niveau de déni de réalité, ça tient de la pathologie psychiatrique. Mais là, va falloir plus que du vœu pieux et de la méthode Coué pour changer la réalité. Et dans la réalité, c'est l'Ukraine qui est responsable de l'échec des accords de Minsk et pas du tout la Russie. Voilà. Et donc, puisque je parlais de coupure d'eau et compagnie, donc là, dans cette fameuse émission de Savik Schuster de 3 heures, Reznikov a non seulement déclaré que Kiev n'appliquerait pas les accords de Minsk, mais il a aussi déclaré que la France va aider financièrement l'Ukraine à construire un nouvel aqueduc pour Mariupol, qui va permettre de couper l'eau aux 2 républiques populaires du Donbass sans que la ville, elle, s'en retrouve privée. Et donc en clair, la France va se rendre complice du génocide de la population du Donbass par l'Ukraine. Moi je trouve ça quand même extraordinaire. Cette charmante déclaration a eu lieu lors d'une confrontation entre Reznikov et Andrei Bilitsky, donc je rappelle ancien chef du régiment Azov, chef de file des néo-nazis ukrainiens, qui a appelé encore une fois à couper l'eau et l'électricité à la RPD et la RPL pour qu'elles se rendent rapidement. Il a dit, je cite, « Nous pouvons mettre en place un véritable blocus efficace, pas un blocus de pacotille, couper l'électricité, l'eau, tout ce que l'Ukraine fournit à ce territoire. Nous devons construire un mur et les obliger à capituler. De cette façon, nous mettrons fin plus rapidement aux souffrances des gens. » Ah ouais, c'est sûr qu'une fois qu'ils seront morts de soif, les habitants du Donbass souffriront moins. Le seul petit problème, mais tout petit, pour le néo-nazi de service, c'est que ces méthodes de guerre sont un crime contre l'humanité. Non, faudrait lui offrir le statut de Rome avec du stabilo sur l'article numéro 7, qui explique que créer des conditions de vie insoutenables pour exterminer toute ou partie d'une population, c'est une tentative de génocide. Voilà, ça rentre dans la catégorie crime contre l'humanité. D'ailleurs, ce qui est assez hallucinant, c'est que personne sur le plateau ne reprend Biletsky pour lui rappeler que c'est un crime contre l'humanité, qu'il y a des femmes, des enfants et des personnes âgées sur le territoire des 2 républiques qui mourront de telles mesures. Non, ils s'en foutent, mais tous. Personne ne lui rappelle non plus d'ailleurs que les 2 républiques populaires disposent de centrales électriques à charbon qui couvrent les besoins en électricité de l'RPD et de l'RPL. Donc on n'a pas besoin de l'électricité qui vient de l'Ukraine. Voilà. Et donc ensuite on a Reznikov qui répond à Belitsky. Et il lui dit oui, qu'effectivement c'est pas possible actuellement d'appliquer un tel blocus de l'eau, mais il est d'accord avec Belitsky. Il dit oui, effectivement, il faudrait le faire. C'est juste hallucinant. Je rappelle qu'il est vice-premier ministre en charge de la réintégration des territoires temporairement occupés. Il en a rien à foutre de la population qu'il prétend réintégrer à l'Ukraine. Eux, ils peuvent mourir de soif.
Mais il te dit, c'est pas possible parce que si on coupe l'eau d'un côté, la ville de Mariupol en est privée aussi, puisque les aqueducs courent à travers la ligne de front. Si on coupe l'eau pour la RPD, tu la coupes aussi pour Mariupol. Hein, donc voilà, nous on peut crever de soif, mais les habitants de Mariupol, non. Voilà, mais c'est hallucinant. Je dirais, avec une mentalité comme ça, l'Ukraine se demande pourquoi la population du Donbass n'a aucune intention de revenir sous le giron de Kiev. Je voudrais demander quand même à mes auditeurs qui aurait envie de revenir au sein d'un pays qui n'a aucun scrupule à te laisser mourir de faim, de soif, de froid, et qui te bombarde chaque jour que Dieu fait. Sérieux? À part les masochistes profonds, je veux dire, il n'y a personne qui aurait envie, on est bien d'accord. Hein, je veux dire, avec des propos comme ça, la chaîne télé en russe là, de Zelensky, pour reconquérir les âmes et les cœurs des habitants du Donbass, va avoir du boulot sur la planche, parce que là, vous pouvez leur servir toute la propagande que vous voulez en langue russe. Si vous coupez la flotte de la RPD et de l'RPL pour les forcer à se rendre, niveau reconquête des cœurs, on repassera. Hein. Encore pire, Reznikov déclare en réponse à Bielitski que la Convention de Genève obligerait l'occupant, imaginaire je le signale puisque la Russie n'occupe pas les RPD et les RPL, à assurer de bonnes conditions de vie de la population du point de vue humanitaire. Donc en gros si on coupe la flotte, ce sera la Russie de se démerder pour assurer l'approvisionnement en eau de la population. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me fait un peu rire jaune parce que à chaque fois que la Russie envoie un convoi humanitaire dans le Donbass, on a droit à toutes les déclarations outragées des autorités de Kiev. Donc il faudrait savoir, à un moment, il faudrait remettre un peu d'ordre dans le merdier que vous avez entre les deux oreilles. Sans parler, comme je dis, que la Russie n'occupe pas les RPD et les RPL, sauf dans la tête des cinglés qui gouvernent l'Ukraine. Si c'était le cas, encore une fois, je rappelle, Kiev aurait porté plainte contre la Russie auprès du tribunal de l'ONU pour annexion de territoire, ce qu'elle n'a jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Voilà, point. Donc là, on voit l'Ukraine qui est prête à se défausser de sa responsabilité dans un futur crime contre l'humanité grâce à son histoire d'occupant imaginaire. Parce que vous y trompez pas, si l'Ukraine ne peut pas encore totalement couper l'eau de la partie du Donbass qui n'est pas sous son contrôle, la RPL subit déjà des coupures d'eau régulières depuis 6 ans, c'est pas l'envie qui manque, puisque Reznikov explique que si c'est pas possible aujourd'hui, ça le sera demain, grâce à une aide financière que la France va fournir à l'Ukraine. Non, vous ne rêvez pas. Voilà, il a annoncé que l'Ukraine est en train de signer un contrat avec la France qui va investir 60 millions d'euros dans la construction d'un système d'alimentation en eau de Mariupol qui contournera la partie du Donbass non contrôlée par Kiev. Un accord avait déjà été signé en 2019, un accord de principe concernant cet investissement. Et puis une fois que cet aqueduc sera construit, l'Ukraine pourra couper l'eau de la partie du Donbass qui est contrôlée par la RPD et la RPL. Et voilà le petit plan de Zelensky pour le Donbass. C'est pas la paix ni l'application des accords de Minsk, mais un blocus total de la région pour essayer de forcer la population à se rendre. Je rappelle que la France est un garant des accords de Minsk et qu'elle s'apprête là à aider financièrement l'Ukraine dans une opération de génocide de la population du Donbass en permettant à Kiev de couper l'approvisionnement en eau de la RPD et de la RPL sans avoir à en subir elle-même les conséquences. Voilà à quoi va servir l'argent des contribuables français, à mener un génocide de plus, cette fois aux portes de l'Union européenne. Alors pour ceux qui soutiennent les néo-nazis ukrainiens et se réjouissent à l'avance du résultat d'une telle mesure, ne rêvez pas. Le Donbass s'est pas rendu en 2014 quand les gens mouraient de faim et de froid, quand ils ne mouraient pas sous les obus et les bombes de l'armée ukrainienne. Ils se rendront pas plus si l'Ukraine coupe l'eau de l'RPD et l'RPL. Ça va juste pousser la Russie à aider encore plus les deux républiques et donc on va se rapprocher encore plus de la Russie et s'éloigner encore plus de l'Ukraine. Sans parler du fait que l'application de telles méthodes par l'Ukraine serait considérée comme une violation totale des accords de Minsk et un casus belli par les deux républiques populaires. Si Kiev veut pas voir la menace de Leonid Pasechnik, le chef de l'RPL, qui avait dit que s'il continuait comme ça, ils allaient repousser la ligne de front plusieurs dizaines de kilomètres vers l'intérieur de l'Ukraine. S'ils veulent pas voir cette menace se réaliser, je leur conseille d'abandonner leur plan de couper la flotte de la RPD et de l'RPL. Et puis, si elle veut pas se retrouver complice des crimes contre l'humanité de l'Ukraine, la France ferait bien de se retirer de ce projet d'aqueduc, dont le seul but est de pouvoir mener à bien la politique génocidaire de Kiev contre la population du Donbass. Faute de quoi, la France portera une lourde responsabilité dans ce qu'il adviendra, au même titre que l'ONU et l'OSCE, dont le silence coupable sur les déclarations criminelles des officiels ukrainiens se fait quand même bien remarquer, parce que là on voit personne dire ouais mais non mais c'est pas bien, non, il y a personne qui réagit. C'est dit publiquement sur une chaîne télé, faut quand même, voilà. Et puis, donc je parlais de la fameuse chaîne TV en langue russe que Zelensky a conçue pour reconquérir le cœur et l'âme des habitants du Donbass. Alors là-dessus on assiste à un grand numéro de propagande tellement mal ficelé que là aussi ça en devient carrément débile.
Je mettrai le lien vers la vidéo. Donc on a un journaliste, là, Matsuka, qui explique que les soldats de l'RPD, hein, en gros, tordent le bras des habitants de la République pour les obliger à déposer leurs papiers pour demander un passeport de la RPD. Mais après, il raconte qu'il y a des escrocs à Donetsk, je vais vous montrer le petit screenshot, qui proposent de délivrer, donc d'obtenir les passeports contre de l'argent. Mais attendez, si les gens veulent pas des passeports de l'RPD, pourquoi est-ce qu'ils iraient payer pour en obtenir? Voilà, cette contradiction évidente n'a pas semblé sauter aux yeux de ce journaliste. Non, sérieux, si Zelensky espère récupérer le cœur et l'âme des habitants du Donbass avec de la propagande de quel niveau, c'est que là, il a du yaourt à la place du cerveau. Les gens font la queue depuis des mois pour obtenir le passeport de l'RPD et ensuite un passeport russe. On a déjà 200 000 personnes, RPD et RPL inclus, qui ont déjà obtenu le passeport russe. Je rappelle ce petit sondage de décembre 2018 qui montrait que 89% des habitants de l'RPD voulaient avoir la citoyenneté russe. Et pour finir, nos soldats ont autre chose à foutre que d'aller faire chier les civils pour savoir s'ils ont un passeport de l'RPD ou pas. C'est du grand n'importe quoi. Non, on n'oblige personne à prendre un passeport de la RPD. Les gens le font tout à fait volontairement, je veux dire, et quand le décret de Vladimir Poutine a été signé et que les gens ont pu commencer à déposer des dossiers, je peux vous assurer, moi j'étais allée devant des services de migration, il y avait une queue phénoménale. Voilà, et c'était pas des gens qui étaient obligés par des soldats derrière eux avec la mitraillette dans le dos, hein. Je veux dire, c'était des gens qui venaient tout à fait volontairement. Donc, il faut arrêter les conneries, là, ça devient n'importe quoi, du grand n'importe quoi, même, non, là, ça devient vraiment débile. Donc, voilà la situation, pour l'instant, on est donc sur ce statu quo, avec un état d'alerte qui est toujours maintenu ici en RPD, en RPL, des tirs de réponse de la part de nos milices populaires, pour obliger l'armée ukrainienne à se tenir à carreau. Et on va voir comment ça va évoluer, mais sincèrement, je pense qu'il y a un moment où ça risque de reprendre, parce que à partir du moment où les accords de Minsk pataugent totalement, je veux dire, on est dans une situation qui est extrêmement instable, puisqu'il n'y a pas de règlement politique du conflit et pas de perspective d'une avancée sur ce dossier-là. Donc ça crée des conditions extrêmement instables. Et ça, c'est parfait pour de nouvelles violations du cessez-le-feu et une nouvelle escalade. Donc voilà, situation à suivre de très près. Nous aurons ici la parade de la victoire le 24 juin, comme en Russie. Et donc, je vous dis, en attendant, à la semaine prochaine pour le prochain site rep. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.